Bonjour, bienvenue à vous sur ce cours sur la manipulation. Si je vous pose tout de suite une petite question, est-ce que vous pensez être un manipulateur? Je pense que vous allez tout de suite me répondre non. La manipulation, moi jamais. J'utilise peut-être des techniques d'influence, j'essaie d'expliquer aux gens que telle action pourrait être préférable, etc. Mais vous ne les manipulez pas. Bien sûr, le manipulateur, c'est toujours l'autre. Le but de ce cours va être de dévoiler les processus manipulatoires. Quels sont leurs effets? Quelles sont leurs causes? Comprendre aussi pourquoi nous sommes si facilement manipulables. Quels sont les conditionnements qui s'exercent sur nous? De quelle manière peut-on nous faire agir dans un sens ou dans un autre? Et puis, il va vous aider aussi à comprendre comment vous fonctionnez par rapport aux autres. Et enfin, la dernière partie de ce cours sera de vous apprendre comment déjouer les entreprises manipulatoires qui peuvent s'exercer sur vous. Alors, tout de suite, entendons-nous bien sur les termes. Manipuler, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'être manipulé? Qu'est-ce que c'est qu'être manipulateur? Eh bien, manipuler, c'est obtenir d'une personne un consentement non réfléchi. C'est-à-dire faire en sorte que cette personne agisse dans un certain sens en gardant l'illusion qu'elle est libre de le faire. Comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir qu'une personne agisse de cette façon-là? Eh bien, tout simplement en agissant à deux niveaux. À la fois sur le contenu du message qu'on va délivrer et à la fois au niveau de la relation, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui touche aux affects. Donc on va utiliser effectivement des trucages de la parole, donc on va utiliser le chantage, la culpabilité, on va jouer effectivement sur les affects de cette personne. Donc deux niveaux à bien retenir. D'un côté, une action sur le contenu, de l'autre côté, une action sur l'affectif, sur la relation elle-même. Alors je voudrais quand même vous signaler que la manipulation entendue dans un sens malhonnête est relativement récente. Avant, la manipulation c'était considéré comme quelque chose de tout à fait acceptable. Si on repart un peu dans l'histoire et dans la littérature du Moyen-Âge, par exemple, dans le roman de Renard, la manipulation, la ruse, la duperie sont utilisées par les faibles pour essayer d'exercer un pouvoir, de prendre une domination sur les puissants. Il semble que dans notre société, ça soit l'inverse qui se mette en place aujourd'hui. C'est-à-dire que la manipulation est très souvent utilisée plutôt par la société, les médias, les pouvoirs, pour faire agir les gens qui sont plus faibles. Voilà. Alors, nous avons effectivement une approche qui est très souvent négative de la manipulation. Manipuler, c'est mal. Ne pas être manipulé ou être victime de la manipulation, c'est montrer sa faiblesse, c'est finalement se mettre en position de victime, effectivement. Voilà. Alors ça relève effectivement d'une vision binaire de la réalité. On a d'un côté les bons, de l'autre les méchants, d'un côté les manipulateurs, de l'autre ceux qui sont manipulés, et on a l'impression que le monde est partagé en deux comme ça. Alors, pourquoi cette vision négative? Parce que la manipulation symbolise quelque part les difficultés relationnelles que nous avons avec les autres. Ça prouve que dans l'humanité, nous avons des tendances perverses de prise de pouvoir sur les autres. Ça montre que les intérêts particuliers prennent finalement le dessus sur les intérêts collectifs. Ça montre qu'on veut exploiter les autres. Donc, approche négative de la manipulation. Manipuler, c'est mal. Pourtant, si on regarde bien, tout est manipulation, on y reviendra un petit peu plus tard, mais le fait d'échanger, le fait de communiquer avec les autres appelle très souvent la manipulation. Par ailleurs, la manipulation peut tout à fait s'exercer dans un sens parfaitement honorable.
dans l'intérêt de la personne qui est manipulée. Pensez par exemple à l'effet placebo utilisé en médecine. Qu'est-ce que le placebo? Ça revient à donner un médicament avec des principes complètement inactifs, des petites gélules d'un produit inoffensif, pour aider une personne à guérir, pour l'aider à aller mieux. Le médecin qui administre ce médicament est finalement un manipulateur. La personne qui prend ce médicament est manipulée. Donc, on a encore là une manipulation, mais c'est une manipulation qui amène finalement un mieux-être. Donc, toutes les manipulations ne sont pas négatives. Certaines manipulations peuvent être honorables. Je pense notamment à toutes les pratiques psychothérapeutiques. Je pense, par exemple, à l'éducation des enfants. On apprend finalement à un enfant à écouter, respecter des consignes, des programmations. En psychothérapie, on va aider une personne à aller mieux. Donc, manipulation dans un sens positif pour ces personnes-là. Ça va nous amener, ceci, à finalement différencier 3 grands types de manipulation. Premier type de manipulation, la manipulation positive dont je viens de parler. Finalement, ça va assez peu nous intéresser dans le cadre de ce cours. Deuxième type de manipulation, la manipulation égocentrique. La manipulation égocentrique, c'est quand j'essaie d'obtenir de l'autre qu'il ait des comportements qui vont, moi, me profiter, qui vont m'apporter des intérêts personnels, qui vont satisfaire des besoins. Je vais donc me placer finalement en situation de domination sur la personne que je manipule pour essayer de la faire agir dans un certain sens et si possible en évitant de me sentir fragilisé et si possible en laissant à cette personne l'illusion qu'elle est libre. On y reviendra un petit peu plus tard, mais les manipulations qui fonctionnent le mieux, c'est les manipulations dans lesquelles la personne manipulée a l'impression qu'elle reste libre, l'impression qu'elle agit en toute conscience et en pleine volonté. Donc, premier type de manipulation, la manipulation positive. Deuxième type de manipulation, la manipulation égocentrique. Troisième type de manipulation, la manipulation perverse. C'est sans doute le type de manipulation le plus dramatique. Il aboutit à un processus de destruction de la victime. La victime est une cible à abattre psychologiquement, par tous les moyens. Donc on va faire alterner des phases de séduction, de déstabilisation, de domination, de soumission, d'attaque, de dénigrement. Il s'agit véritablement de souffler le chaud, le froid. On va l'humilier, on va la disqualifier, on va lui envoyer des injonctions paradoxales, c'est-à-dire des phrases auxquelles elle ne peut répondre qu'en se trompant. On y reviendra aussi un petit peu plus longuement tout à l'heure. Les injonctions paradoxales, c'est vraiment une arme privilégiée pour le manipulateur. Le pervers se grandit en rabaissant les autres. Il n'a pas de scrupules, pas de respect, pas de compassion pour la victime. La relation ne l'intéresse que parce qu'il va pouvoir en retirer personnellement. Son objectif, c'est de punir la victime pour des fautes imaginaires, des fantasmes. Cette personne, il a l'impression qu'elle agit mal et qu'elle doit souffrir parce que c'est sa façon de racheter les erreurs qu'elle a commises. Erreurs supposées, évidemment. Donc, le pervers, en même temps, doit essayer de garder ses distances avec cette personne. Il s'agit de ne pas se laisser envahir par elle. Donc, processus de destruction, protection du pervers qui se met à distance. La relation ne l'intéresse que pour mettre en œuvre une stratégie de dénigrement, d'abattement, de lessivage de la personne. La victime se trouve alors prise dans un piège auquel elle ne peut pas sortir et auquel elle participe malheureusement. Elle va se sentir complètement vidée,
elle va souffrir, elle va peut-être même tomber malade, et dans certains cas extrêmes, la perversion peut conduire jusqu'à la mort, la disparition de cette personne. Si vous pensez aux sectes, par exemple, où on a effectivement ce type de manipulation perverse, avec du lessivage de cerveau, on a quelquefois des situations de suicide collectif. Donc c'est bien un type de manipulation perverse. Voilà. La seule issue pour les victimes semble être la rupture pure et simple avec le manipulateur pervers. 3 types de manipulation. La manipulation positive, la manipulation égocentrique et la manipulation perverse. Dans le cadre de ce cours, nous allons nous attacher aux 2 dernières formes de manipulation, égocentrique et perverse. Dans ces 2 derniers types de manipulation, le manipulateur est un ami qui ne vous veut pas du bien. Toutes les manipulations ne sont pas perverses ou destructrices, nous l'avons vu, et je crois qu'il faut arriver à relativiser toutes ces petites manipulations du quotidien qui font partie de la vie. Il faut essayer de les comprendre, essayer de les analyser, voir ce qui se passe dans ces situations-là, mais sans en faire une montagne. Donc ne pas fermer les yeux, mais ne pas non plus voir des manipulateurs partout, ça serait le risque, effectivement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la manipulation est vieille comme le monde, ou plutôt vieille comme les hommes. L'intelligence stratégique, la duperie, la ruse, les pièges, la feinte, le leurre, la tromperie, la duplicité, la simulation, le mensonge, toutes ces choses, l'intoxication, le subterfuge, existent depuis très longtemps. Les hommes ont toujours utilisé leur force et leur intelligence pour agir sur les autres, pour agir sur leur environnement. Et depuis les âges primitifs, si vous regardez les techniques utilisées par les chasseurs, par exemple, dans les temps archaïques, on avait effectivement des mises en place manipulatoires. Si vous regardez les textes chinois qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ, vous aviez des textes sur la guerre, l'organisation stratégique, comment vaincre l'ennemi en le trompant, en rusant, en détournant, en désinformant. Donc je crois que la manipulation, ce n'est pas une invention moderne. Dans la mythologie grecque, les dieux humains utilisent des stratagèmes pour prendre le pouvoir les uns sur les autres et en finir avec la sauvagerie qui caractérisait leurs prédécesseurs. Donc il y a vraiment un mouvement, une évolution de la manipulation. Mais la manipulation, on la retrouve aussi dans le monde animal. Nombre d'animaux utilisent le leurre, la parade, l'intimidation, le brouillage, l'imitation, la parure. On va prendre comme ça quelques petits exemples. Le but du jeu, c'est de tromper le prédateur, c'est de tromper l'adversaire, c'est d'arriver à prendre le pouvoir d'une certaine manière, même si c'est un fonctionnement qui est très rudimentaire, qui est inscrit dans leurs cellules cérébrales. Pensez par exemple au serpent qui hypnotise ses proies. Pensez à la pieuvre qui envoie son rideau d'encre pour se disparaître, se cacher de ses prédateurs. Pensez à l'araignée. L'araignée est capable d'émettre des odeurs qui feignent la mort, c'est-à-dire les odeurs qui sont émises lorsqu'un animal est mort pour laisser croire qu'elles sont mortes. Nombre de prédateurs des papillons sont capables de copier les phéromones des femelles pour pouvoir manger les mâles. Donc vous voyez que dans le monde animal, il y a tout un tas de comportements qui sont des comportements manipulatoires. Le but du jeu, c'est de fournir des informations erronées soit aux adversaires, soit aux prédateurs, afin de disparaître, afin de sauver sa peau, afin de s'en sortir. Là, ces animaux utilisent des comportements effectivement qui sont rudimentaires. L'homme, quant à lui, est un animal social, doué de raison, qui a des capacités d'analyse, qui a la capacité de faire des choix, capacité aussi d'utiliser des comportements qui sont plus sophistiqués pour dominer ses pairs. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin.
ce qui est clair, c'est que nous vivons de plus en plus dans une société qui est une société de la manipulation. Alors, société de la manipulation, société schizophrénique, j'aurais tendance à dire. Parce que nous avons des rapports ambigus avec la manipulation. D'un côté, tout le monde s'accorde à dire que manipuler, c'est déloyal, c'est immoral, c'est déstabilisant pour les victimes, les pauvres victimes, mais la manipulation et le mensonge sont partout. Regardez le monde de la publicité, le monde de la politique, qui utilise très souvent, par exemple, des émotions comme la peur pour prendre le pouvoir. La peur est une émotion archaïque contre laquelle il est difficile d'agir, de réagir. Quand on a peur, on a envie d'aller vers celui qui risque de nous sauver, qui risque de nous apporter une solution. Le monde de la publicité, le monde de la politique, le monde des affaires, de la banque, les médias également sont des dispositifs manipulatoires, puisqu'ils vont à la fois faire un tri d'informations, sélectionner les informations qu'ils vont donner, jouer également sur l'affectif, mais on va retrouver, pas seulement dans ces grands blocs, on va retrouver aussi la manipulation dans la vie familiale, dans le couple. Donc, une position par rapport à la manipulation qui est un peu ambiguë. D'un côté, manipuler, c'est mal. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui dénoncent la manipulation. Et puis, de l'autre côté, la manipulation est partout. De surcroît, nous sommes dans une société où la compétition est très importante. Et nous avons tendance à finalement avoir un peu d'indulgence pour les menteurs, pour les manipulateurs. Nous admirons celui qui sait jouir le plus et souffrir le moins. Et les victimes, nous les considérons comme des êtres faibles. La question que j'ai posée au début du cours, c'est « Sommes-nous tous des manipulateurs ?» Oui, à des degrés divers, nous sommes tous des manipulateurs. La manipulation est véritablement le propre de l'homme. La plupart des animaux, des plantes ou des machines échangent des informations fiables avec leur environnement. Par exemple, un chien qui grogne va mordre. Un haricot qui sent une température de 20 degrés va germer. Un ordinateur qui plante va littéralement bousiller tous vos fichiers. Dans la communication humaine, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a des non-dits, des sous-entendus, de la feinte, de la séduction. Nous avons beaucoup de difficultés à produire des informations fiables. Il y a énormément de pertes de charge dans les messages que nous communiquons. Et il y a également une disparition du contenu, une déformation. Autrement dit, entre ce que je vais dire, ce que l'autre est prêt à entendre, ce qu'il entend vraiment, ce qu'il comprend, ce qu'il mémorise et ce qu'il va répéter, redire, il y a énormément de distorsion dans le message. À moins de vivre au milieu des conifères, au cœur de l'Oural, il est impossible de ne pas influencer les autres et de ne pas subir leur influence. Opposer d'un côté le méchant manipulateur, de l'autre le pauvre manipulé, c'est finalement avoir une vision manichéenne, très simpliste des relations humaines. Les relations humaines forment un univers complexe. Et très souvent, manipuler c'est plus simple, socialement plus recevable et souvent plus légal pour obtenir quelque chose de quelqu'un, plutôt que d'utiliser la violence physique, l'agression, la menace ou la contrainte. Et il faut bien vous dire que 9 fois sur 10, nos échanges avec les autres sont de nature manipulatoire. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le manipulateur, c'est toujours l'autre, c'est plus confortable. En réalité, tout le monde manipule tout le monde, et cela depuis la plus petite enfance. L'enfant qui pleure dans son berceau pour appeler sa mère, se faire consoler, bercer, d'une certaine manière, l'influence et donc la manipule. Mais il y a un risque. Ce risque, c'est de voir des manipulateurs partout, à tous les coins de rue.
ça va nous conduire à une défiance quasi généralisée de l'autre, toujours suspecte, toujours double, ambigu, obscur, malveillant. Cette façon de vivre cette relation aux autres est vraiment de nature névrotique et il ne faudrait pas en arriver à ce point, qui serait évidemment problématique pour tout le monde. La manipulation toxique, c'est-à-dire la manipulation perverse et la manipulation égocentrique, ne sont pas sans effet sur les autres. Premier effet, sur la personne qui est manipulée. Il peut y avoir chez elle des conséquences psychologiques, divers troubles physiques, physiologiques, stress, anxiété, angoisse, problèmes digestifs, problèmes de sommeil, démobilisation. Donc dans les cas extrêmes, la manipulation perverse peut effectivement avoir des conséquences quasi irréparables sur les autres. Au niveau du manipulateur, la manipulation a aussi des effets. Le manipulateur va se sentir investi d'un pouvoir suprême sur les autres. Il va modifier ses comportements pour assurer son emprise. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui arrive à jauger toujours de façon très précise votre communication non verbale, vos émotions. Il a une fibre particulière pour observer ça et pour pouvoir garder l'emprise sur vous. Autre effet, sur la relation elle-même. Vous savez qu'il y a deux types de relations. Les relations de type complémentaire et les relations de type symétrique. Dans une relation symétrique, les gens sont sur un même pied d'égalité. Dans une relation complémentaire, s'instaure un rapport de pouvoir dominé-dominant. Il y a évidemment des relations complémentaires qui sont naturelles. Le maître sur l'élève, le médecin sur le patient, là ce sont des relations complémentaires qui sont acceptables. Par contre, lorsqu'il y a une prise de pouvoir du manipulateur sur le manipulé, on est dans une relation complémentaire plus problématique. Parce que ça va aboutir à faire de la personne manipulée un objet. On va avoir une déshumanisation de cette personne. On va aller parfois, dans le cas de la manipulation perverse, jusqu'à sa destruction pure et simple. Autre effet sur l'environnement aussi. Puisque, à moins d'être complètement coupé du monde extérieur, évidemment, les autres perçoivent la manipulation. Ils ne savent pas quel sens accorder à ces messages qui sont ambigus, à cette relation qui paraît paradoxale. Donc ils vont percevoir des indices qui dénotent effectivement cette ambiguïté relationnelle, mais comme ils ne savent pas quel sens leur accorder, et comme ils ne veulent pas prendre parti dans la relation des autres, ils vont être effectivement influencés par la manipulation, mais sans pouvoir agir, sans pouvoir aider le manipulé ou dénoncer le manipulateur. Ce qu'il faut bien dire, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant la manipulation. Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur de regarder les choses en face, parce qu'elles ont peur de s'opposer au manipulateur, parce qu'elles ont peur du face-à-face. Elles redoutent ce contact avec le manipulateur qui les domine, qui les tient sous son emprise. Souvent, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles. Elles attachent aussi parfois davantage de prix à la relation et donc sont prêtes à rester sous l'emprise du manipulateur uniquement pour préserver cette relation qu'elles idéalisent très souvent. Même si ça doit les conduire à diverses souffrances, à divers traumatismes. Donc, ces personnes-là, très souvent, se résignent, adoptent une attitude de passivité, elles sont en attente, elles se soumettent, et le manipulateur va savoir exploiter ça à son avantage. Il est très observateur, il est très fin, on l'a vu tout à l'heure. D'autres personnes sont plus résistantes à la manipulation. Ce sont des personnes qui savent s'affirmer, des personnes qui savent dire non au moment voulu, des personnes qui sont sans doute plus intuitives, qui gardent davantage les pieds sur terre, qui ont davantage le sens des réalités. Ces personnes-là,
en général, sont capables d'enrayer la manipulation. Et elles ne sont pas les cibles privilégiées des manipulateurs, puisque le manipulateur va évidemment aller vers la personne la plus vulnérable. Très souvent, nous l'avons vu, les personnes manipulées sont considérées comme des victimes, des proies, des personnes faibles, naïves, incapables de s'affirmer, qui manquent de caractère, dans une société où la compétition effectivement fait force de loi, où la compétition est une valeur forte. Quelles vont être les conséquences psychologiques de la manipulation pour la personne manipulée? Ces personnes vont d'abord ressentir de la honte et de la culpabilité. Elles ne sont pas fières de s'être faites duper, de s'être laissées faire par le manipulateur. Ensuite, elles vont perdre confiance en elles. Elles vont douter d'elles-mêmes et de leur propre perception. Elles ne sont plus capables de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous avons tous une ligne de partage entre ce que nous sommes capables d'accepter et ce que nous devons refuser. Pour ces personnes, cette ligne-là est floue, pas stable, donc c'est très difficile pour elles. Ensuite, elles vont se sentir seules et elles vont avoir tendance à se refermer sur elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être jugées, peur d'être rejetées par les autres, peur d'annoncer en fait qu'elles sont manipulées. Et c'est bien dommage pour elles, parce que cela les prive d'un dialogue indispensable avec l'extérieur, qui pourrait effectivement leur apporter des pistes de solutions, qui pourrait leur ouvrir les yeux sur la manipulation. Alors que vont-elles faire? Elles vont dissimuler la manipulation, elles vont minimiser le phénomène manipulatoire, elles vont idéaliser le manipulateur, s'attribuer tous les torts, dire que ce sont elles qui sont responsables. Et on va aboutir à une forme de syndrome de Stockholm, où finalement les gens se mettent à admirer la personne qui les a manipulés, se mettent à le défendre, à lui trouver des excuses. Ces personnes qui sont manipulées vont perdre aussi le sentiment de liberté. Elles se sentent malmenées, critiquées, plus libres d'agir comme elles le souhaitent. Ça va provoquer chez elles de la peur. Aucun changement ne leur paraît possible. Il est impossible d'échapper à l'emprise du manipulateur. Elles vivent en permanence sur leur garde, attentives à tout ce qui va se passer. Elles ont peur de décevoir cette personne. Donc une relation vraiment très paradoxale. Un lien qui unit manipulé et manipulateur qui est souvent très difficile à vivre. Autre type de réaction, l'agressivité. Quand on n'a pas possibilité d'agir directement sur le manipulateur, on va reporter son agressivité sur les autres, sur l'entourage, sur la famille, sur les enfants. Ce qu'on appelle le phénomène du bouc émissaire. Je ne peux pas agir contre cette personne, donc je vais être agressif par rapport à mon entourage. Le manipulateur, évidemment, va tout faire pour éviter la prise de conscience de la personne manipulée. Et comment voulez-vous, quand vous êtes manipulé, réagir à quelque chose dont vous n'avez pas conscience? Du reste, la prise de conscience n'est généralement pas suffisante pour sortir de la manipulation. On le verra tout à l'heure, il y a vraiment des attitudes à adopter pour échapper à la manipulation. La question qui vous vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi sommes-nous si facilement manipulables? Pourquoi est-ce que des gens arrivent à prendre le pouvoir sur nous en utilisant des stratagèmes? Est-ce que la communication serait possible autrement qu'en se manipulant? Est-ce que la manipulation existerait s'il n'y avait pas des personnes manipulables? Alors évidemment,
Non, et tout le problème, c'est celui de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est le manipulateur qui fait la manipulation, le manipulé qui attire le manipulateur? Sommes-nous complètement responsables de nos attitudes et de nos comportements? Pourquoi est-ce que très souvent nous persistons dans des attitudes qui nous font souffrir? C'est un peu le problème de la grenouille qui est plongée dans une casserole d'eau froide. Si je mets une grenouille dans une casserole d'eau froide, que je monte la température de l'eau progressivement, la grenouille ne s'aperçoit pas qu'elle est en danger de mort parce que l'eau va arriver à un stade de température qui va faire qu'elle va périr. Mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide, petit à petit, la grenouille va se fatiguer, mais elle n'aura pas, quand l'eau bourra, l'énergie suffisante pour sortir de la casserole. Si vous jetez une grenouille directement dans l'eau bouillante, elle va avoir l'énergie suffisante pour sortir de la casserole. Le manipulateur va procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il va aller crescendo pour monter la température de l'eau dans la casserole et finalement obtenir que vous soyez complètement lessivé, abattu, bouilli à la fin de l'emprise. Si jamais il intervenait directement de façon violente sur vous, vous auriez l'énergie de sortir de la casserole, évidemment. Nous commençons souvent par nous manipuler nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous mettons en œuvre des attitudes et des comportements qui répondent à des programmes automatiques, comme piloter une automobile. Lorsque vous pilotez une automobile, vous n'intellectualisez plus le fait de tourner le volant, de débrayer pour passer les vitesses. Vous mettez en place des programmes que vous avez acquis lorsque vous avez démarré la conduite et que vous reproduisez chaque fois que vous montez dans une automobile. C'est très avantageux, c'est très économique, mais ça vous coupe complètement de votre intuition et de vos capacités d'adaptation. Lorsque vous êtes soumis à une manipulation, il va falloir que vous arriviez à débrancher vos programmes automatiques. Un des programmes automatiques que nous mettons très facilement en place, c'est le toujours plus de la même chose. Quand vous faites une erreur de jugement ou d'analyse, quand les choix que vous avez faits ne sont pas les bons, quand vous faites quelque chose qui ne marche pas, vous avez toujours tendance à persévérer dans votre comportement initial. C'est finalement comme si vous plantiez un clou dans une planche, mais sans vous soucier de savoir si c'est la bonne planche, ni même s'il est utile de planter des clous. On dit que lorsqu'on n'a qu'un marteau dans la tête, tous les problèmes deviennent des clous. Eh bien, effectivement, il faut changer d'outillage, éviter d'en avoir qu'un marteau dans la tête, pour éviter de ne planter que des clous. Le manipulateur va utiliser cette tendance à persévérer dans notre comportement pour essayer de nous faire agir contre nous-mêmes. Il va essayer de nous faire persévérer dans nos cours d'action. Et plus nous allons persister dans nos choix, plus il pourra nous manipuler facilement. C'est comme une voiture usagée. Lorsque vous commencez à changer le carburateur, puis le démarreur, puis l'embrayage, vous allez avoir de nouveau une panne, disons au démarreur, et vous allez de nouveau investir dans un démarreur pour une voiture qui ne vaut plus rien. En fait, là aussi, vous mettez en route ce syndrome de la photocopieuse, cette façon que nous avons de toujours reproduire la même chose. Autre axe sur lequel va agir le manipulateur, c'est que nous sommes très dépendants, très sensibles au regard des autres. Nous avons besoin de nous sentir aimés, valorisés par eux. C'est facteur de plaisir, d'enrichissement personnel, mais ça nous rend aussi beaucoup plus facilement manipulables. Et le manipulateur va utiliser cette faille. Dans cette phase de séduction, le manipulateur va utiliser cette sensibilité que nous avons par rapport aux autres. Se sentir aimé, se sentir apprécié d'eux. Au fond, Socrate a dit qu'il fallait se connaître soi-même pour connaître le monde.
Mais j'ajouterais, si vous ignorez qui vous êtes, vous serez beaucoup plus facilement influençable par les autres. Un chercheur en psychologie sociale qui s'appelle Robert Cialdini a défini 6 attitudes, 6 grands principes fondamentaux qui font que nous sommes manipulables. Nous allons les énumérer ensemble. Le principe numéro 1, c'est la fidélité à nos engagements. Plus nous sommes cohérents dans nos actions, plus nous sommes cohérents dans nos comportements, plus le manipulateur va avoir de facilité à obtenir de nous un autre comportement. Un premier petit pas et derrière, nous allons persister, reproduire ce comportement. Pour lui, c'est l'assurance que nous nous engageons finalement dans un processus qu'il va pouvoir petit à petit porter à son profit. Deuxième principe, rendre l'appareil. Si quelqu'un m'a fait un petit cadeau, par réciprocité, je vais avoir tendance à lui faire un autre cadeau. Si mon voisin m'a prêté une perceuse, j'accepterai de lui prêter mon automobile. Car très souvent, nous voulons faire plus pour éviter d'être en dette par rapport à cette personne. Nous voulons montrer que nous allons donner un petit peu plus que ce qu'il a donné lui. Le manipulateur va utiliser ça, vous imposer des dettes par rapport à lui pour que vous soyez pris dans cet engrenage de la manipulation. Le principe numéro 3, c'est faire comme tout le monde, ce qu'on appelle en psychologie sociale la preuve sociale. Nous avons tendance, lorsque quelqu'un met son clignotant sur l'autoroute, à déboîter derrière lui, parce que nous pensons que s'il met son clignotant, c'est qu'il y a quelque chose à dépasser. Nous imitons les autres. Je connais une personne qui a ouvert un magasin, par exemple, et qui a, le jour de l'ouverture, fait une fausse queue de clients devant, en invitant ses amis. Et finalement, elle s'est aperçue qu'avec une dizaine de personnes qui attendaient devant la porte, d'autres personnes étaient venues se greffer. C'est très pratique pour le manipulateur, cette façon que nous avons de vouloir faire comme tout le monde, parce qu'il va pouvoir s'appuyer là-dessus pour nous dire « agis comme cela ». Les autres le font aussi. Donc, copier nos attitudes sur celles des autres, c'est aussi s'engager dans des manœuvres manipulatoires. Quatrième principe, le respect de l'autorité. Nous obéissons aveuglément aux personnes qui semblent disposer d'une autorité, que celle-ci soit vérifiée, légitime, que cette personne soit habilitée ou non. Quelles sont les compétences et l'intégrité de cette personne? On va être là encore soumis aux séducteurs, aux beaux parleurs, aux experts, aux conseillers de tout poil. Et ça sera encore augmenté par la proximité physique avec cette personne. C'est le chercheur Stanley Milgram qui a montré que nous étions très soumis à une autorité. Il a fait une série de tests où il s'agissait de donner des décharges électriques à des personnes qui répondaient mal à une série de questions. Et on s'aperçoit que les gens qui ont administré ces décharges étaient complètement soumis à l'autorité du médecin. Le cinquième principe, c'est la recherche de la sympathie. Nous avons tendance à aller beaucoup plus facilement vers des gens qui nous apparaissent sympathiques, séduisants, des gens qui ont l'air aimables, qui ont une belle apparence physique, qui nous sourient, qui savent argumenter, qui sont des personnes qui parlent bien. Pourquoi ? Parce que nous avons une envie secrète de leur ressembler, de tirer des bénéfices de cette espèce d'aura qui se dégage autour d'eux. Le sixième principe, c'est notre attirance pour ce qui est rare. Nous avons toujours tendance à aller vers ce qui nous paraît peu disponible. Et c'est pas pour rien que les marchands automobiles ont créé des séries limitées.
Ce n'est pas pour rien que certains marchands de jeux vidéo créent volontairement des situations de pénurie dans leur stock pour pouvoir avoir des ventes lorsque à nouveau le produit redevient disponible. Ça va être encore un levier pour le manipulateur. Il crée une relation et il crée une dépendance à cette relation. Nous allons avoir peur de perdre le contact avec lui, peur de détruire la relation qu'il a réussi à instaurer avec nous. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui fonde la manipulation, c'est la psychologie de l'engagement. Contrairement à ce que nous pensons, ce ne sont pas nos pensées, nos analyses qui déterminent ce que nous faisons, mais ce sont réellement nos actes, nos actions qui déterminent nos pensées. Donc ce n'est pas l'inverse et ça va à l'encontre des représentations psychologiques traditionnelles. Pour faire changer quelqu'un, il ne faut pas perdre son temps à essayer de le faire penser différemment, à lui donner des explications, à le motiver, à le raisonner. Il faut d'abord essayer de lui faire faire une petite action qui va le préparer à en accomplir d'autres qui vont l'engager beaucoup plus loin. Il y a dans cette psychologie de l'engagement qui a été énoncée par Joule et Beauvois différentes conditions que nous allons voir rapidement ensemble. La première des conditions, c'est que plus la personne se sent libre d'accomplir ou non un acte, plus son engagement sera important. Si vous faites une action sous la contrainte d'un calibre 7,65, vous ne serez pas du tout engagé dans cette action. La deuxième condition, c'est que l'engagement est plus fort devant des témoins ou en public. Un engagement solitaire n'engage pas beaucoup. La personne se sent également plus engagée par une décision à court terme. Demain, j'irai donner mes plaquettes au centre de transfusion sanguine est beaucoup plus engageant que dans un mois, j'irai donner mon sang, par exemple. Plus l'acte est personnalisé, c'est-à-dire plus la personne est amenée à donner son nom, son prénom, son adresse, plus elle va se sentir engagée. Moins la personne va pouvoir faire machine arrière, c'est-à-dire moins elle aura la capacité de reculer, plus elle va se sentir également engagée. Si j'ai la possibilité de me rétracter, je me sens beaucoup moins engagé dans une action. Plus l'acte va être répété plusieurs fois, plus l'engagement va être important. Si vous avez prêté votre machine à coudre plusieurs fois à votre voisine, il est clair que si elle vous demande de nouveau de lui prêter, vous allez accepter sans sourciller. Plus les conséquences de l'acte sont importantes, plus l'engagement sera également profond. Il est plus facile d'engager quelqu'un pour lever 10 000 € de fonds pour une aide humanitaire, pour une bonne cause, plutôt que de lui demander de ramasser des capsules de bière pour gagner un porte-clés. Plus la personne va se sentir concernée par l'acte, plus elle va être engagée. Si mon meilleur ami est mort du cancer du poumon, j'aurai beaucoup plus de facilité à m'arrêter de fumer que si tous les gens qui fument autour de moi font des centenaires en pleine santé. Plus la personne peut craindre des sanctions ou des bénéfices de l'engagement, moins elle se sent engagée dans son action. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas ce que je vais recevoir ou les risques que je vais avoir personnellement de sanctions qui font que je m'engage. Je m'engage plus facilement dans quelque chose qui ne va pas me rapporter grand-chose à titre personnel. Si la personne manipulée ne se montre pas capable de donner des explications internes à son comportement, le manipulateur va pouvoir utiliser la force de son engagement en lui fournissant « Tu es bien, tu es quelqu'un de charitable, tu es vraiment quelqu'un de super ». Donc, ces 6 fonctionnements humains
vont déterminer finalement notre capacité d'influence, notre capacité à être manipulé. Deux niveaux dans la manipulation. Toute communication s'énonce en contenu et en relation. Il y a d'une part les informations que nous allons échanger, d'autre part la relation dans laquelle nous échangeons ces informations. Et c'est véritablement la relation qui englobe le contenu. Autrement dit, dans une relation de qualité, je vais pouvoir échanger beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Dans une relation de mauvaise qualité, le contenu que nous allons échanger va être très très maigre. Le manipulateur va donc agir sur ces deux niveaux, contenu et relation. Le contenu, c'est tout ce qui est de l'ordre du cognitif, des connaissances, des informations, alors que la relation, c'est tout ce qui relève des affects, tout ce qui est lié à nos émotions, à notre corps, à notre intimité. Et c'est par là que va commencer le manipulateur. Il va commencer par agir au niveau de la relation. Il va intervenir directement sur notre état affectif, sur nos sensations, sur notre corps. Plusieurs techniques s'offrent à lui. Première technique, jouer la carte de la sympathie. Comment ? En créant un courant affectif positif entre la personne qu'il manipule et lui-même. Pour cela, il va utiliser des jeux de séduction. Il va se montrer prévenant, soigner son apparence physique. On observera plus rarement des attitudes qui jouent sur les sentiments négatifs, comme l'angoisse, la peur ou la soumission, sauf dans les phases extrêmes de la manipulation perverse. La carte de la sympathie, mais aussi, on l'a vu, l'apparence physique, inspirer confiance, faire tomber les défenses de la personne manipulée. Évidemment, on se méfie beaucoup moins d'une personne qui a belle apparence. Donc tout son jeu va être effectivement de jouer là-dessus. Comment se présente-t-il à vous ? Comment vous sourit-il ? Comment engage-t-il la relation ? Troisième levier sur lequel va agir le manipulateur, le jeu des ressemblances. Le manipulateur est né la même année que vous, est allé dans la même école que vous, adore votre décoration intérieure, aime la même musique, aime tout ce que vous aimez. Il va apprécier votre chien, votre voiture, il rêve d'avoir la même. Bref, il va essayer de se rapprocher de vous en trouvant des points communs pour créer un courant, un lien entre vous. Il va aussi, autre levier, utiliser la fausse écoute. C'est-à-dire qu'il va utiliser des signes d'écoute positive, tendre l'oreille, acquiescer, pour vous mettre en confiance. Et vous allez ainsi plus facilement dévoiler votre intimité ou des choses qui vous sont très personnelles. Autre dispositif, le jeu du mystère, le charme sombre, la discrétion, le silence, une attitude énigmatique. Ça va éveiller votre curiosité, vous allez avoir tendance à aller vers lui. Autre levier, le désordre. Semer le désordre en évitant de se mouiller, en se tenant à distance, en faisant courir des bruits, des rumeurs. Là encore, c'est un outil favori du manipulateur. Il va pouvoir monter les gens les uns contre les autres, créer des situations de communication qui sont floues. Il va pouvoir aussi jouer sur la franchise et la clarté. Fausse franchise, fausse clarté. Il n'est pas vraiment clair. Son objectif, c'est de fausser les pistes. Et ça va lui permettre de culpabiliser la personne manipulée en cas de problème. La culpabilité, autre arme favorite du manipulateur. C'est très efficace pour lui parce que nous avons tous des tabous, des interdits, une mauvaise conscience, une envie de bien faire, de paraître parfait, d'être des élèves modèles. Si ça ne va pas, il va actionner cette carte, nous culpabiliser, nous dire « Tu vois,
c'est pas bien ce que tu as fait. Donc, principe très fort également. La menace est également une de ses armes privilégiées. Au départ, la menace va être très douce, va fonctionner par insinuation. Moins on se sent en danger, plus on se sent en sécurité. Il va jouer sur ce décalage pour essayer de nous faire agir dans le sens qui lui convient. Dernière arme, dernier levier, le sentiment de liberté, on en a déjà parlé. Plus nous nous sentons libres d'agir, moins on perçoit le processus manipulatoire. Donc la synthèse des principaux procédés qui sont utilisés par le manipulateur au niveau affectif, au niveau relationnel, vont être les suivants. Il va chercher à vous séduire. Il va inventer, souligner des ressemblances avec vous. Il va vous imiter discrètement, essayer d'entrer en contact physique avec vous, paraître très à l'aise, très volubile au niveau verbal, écoutez tout ce que vous dites, le verbal, le non-verbal, pour contrôler la situation. Utilisez aussi le silence, le mystère, paraître énigmatique, faire preuve d'une autorité, supposée ou réelle. Il sait tout sur un sujet donné. Il en impose. Il va aussi essayer de semer le trouble, la zizanie. Son principe, c'est de diviser pour mieux régner. Ou bien il va procéder au martèlement incessant du message. Encore autre possibilité, manipuler par la franchise ou la clarté. En appeler à vos sentiments. Vous culpabiliser. Vous dévaloriser, souffler le chaud et le froid, vous complimenter, et ensuite vous mettre plus bas que terre. À d'autres moments, il va aussi se faire passer pour une victime. Ça aussi, c'est une arme très forte pour lui. Vous allez devenir son persécuteur et lui va se placer en position de victime. Enfin, il peut recourir à la peur, à la menace, mais dans tous les cas, il va essayer de préserver votre sentiment de liberté pour que vous ayez l'impression que vous êtes dans une relation saine. Nous avons vu donc les manipulations au niveau de la relation, les manipulations qui sont affectives. Nous allons maintenant voir quelles sont les manipulations qui peuvent intervenir au niveau du contenu, au niveau du message, des informations qui sont échangées. Le but, c'est de faire en sorte que la personne manipulée reçoive des informations qui vont l'amener à prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais prises sans ces messages tronqués, faussés. Tous les stratagèmes langagiers, le brouillage, les arrangements avec la réalité vont être bons. Premier type de message déformé, la désinformation. Mentir pour vous tromper. Créer des obstacles ou des impasses dans le discours, falsifier certains faits de façon intentionnelle, noyer l'essentiel dans l'accessoire pour vous faire accepter cet essentiel et vous donner l'impression qu'il est secondaire. 3 types de modélisation dans notre approche de la réalité. La généralisation, la sélection et la distorsion, que le manipulateur va utiliser pour son propre compte. Il va faire des généralisations abusives. Qu'est-ce qu'une généralisation? C'est lorsque nous prenons la partie pour le tout. Si je dis par exemple, les femmes sont nulles au volant, je fais une généralisation. Les généralisations abusives vont lui permettre de vous enfermer dans une sentence définitive. Tu ne te comportes jamais comme je voudrais. Ils vont créer, en fait, des rails de guidage sur lesquels vous allez être installé et sur lesquels vous allez persister dans cette croyance. Autre type de modélisation sur lequel le manipulateur va agir, la sélection. Il ne va sélectionner dans le message que ce qui l'intéresse. Il va vous dire, par exemple, il vaudrait mieux que tu suives mes recommandations. Mais cela vaudrait mieux que quoi?
Il manque une partie de l'information, le manipulateur ne retient que ce qui l'intéresse. Dernier type de modélisation, la distorsion. Il s'agit dans ce cas de déformer la réalité, de la tordre, de déduire des paroles ou des comportements de la personne manipulée, des informations qui correspondent à une fausse définition de lui-même. Si tu m'aimais, tu cesserais le sport. En quoi le fait de t'aimer a-t-il un rapport avec le fait que je cesse le sport? Vous voyez, donc il va utiliser ces trois modèles de comportement pour déformer le message, transformer le message. Dernier type d'arme pour lui, de levier, la communication paradoxale. Qu'est-ce que c'est que la communication paradoxale? Eh bien, cela consiste à formuler deux contenus qui sont incompatibles pour déstabiliser la personne manipulée. Par exemple, si je vous dis « j'aimerais que vous soyez plus spontané ». Si vous êtes spontané, vous ne l'êtes pas puisque vous obéissez à mon injonction. Si vous n'êtes pas spontané, vous persistez dans votre comportement antérieur. Donc, ça va provoquer effectivement des sentiments contradictoires qui vont désemparer la personne qui est manipulée, qui vont l'amener à douter de ses propres perceptions. Mais ce n'est pas tout. Le manipulateur va aussi utiliser la communication paradoxale en faisant par exemple un décalage entre le verbal et le non-verbal. Ce qu'il dit ne correspond pas à ce qui apparaît sur son visage, dans ses attitudes. Il va vous dire qu'il est très heureux d'être avec vous en faisant une tête de 6 pieds de long, par exemple. Il existe d'autres procédés aliénants sur lesquels nous allons passer rapidement. La morale. Pour faire la morale, vous imposez des principes comme des vérités absolues. Dire ce qui est juste, faux, bien, sérieux, bon ou mauvais. Il va vous coller des étiquettes. Tu es trop égoïste, trop indépendant, pas assez motivé, complètement irresponsable. Ce catalogage, en fait, va induire certains comportements de façon plus ou moins consciente chez vous. Autre procédé, les exigences. Le manipulateur va vous imposer certains comportements, vouloir changer vos attitudes, vous changez vous. Si vous ne le faites pas, vous risquez des représailles, des critiques, des punitions. Il va également utiliser la comparaison, utiliser les autres comme point de référence pour vous prouver que vous n'êtes pas à la hauteur, que vos projets sont voués à l'échec. Il va aussi utiliser tout un tas de mots qui sont des déclencheurs chez vous, qui vont créer des réflexes conditionnés. Je me souviens d'une femme qui m'avait dit qu'elle savait comment manipuler son mari en utilisant, par exemple, des mots comme abandon, lâcheté, irresponsabilité, mauvais père. Chaque fois qu'elle lui adressait ces mots piégés, l'autre réagissait par la colère, par l'agression. La manipulation fonctionnait donc parfaitement bien. Nous allons maintenant voir comment procèdent les manipulateurs. Comment vont-ils utiliser les failles de la communication humaine pour fausser les choses, masquer la réalité, multiplier les erreurs d'interprétation de la part de la personne manipulée? Plus il y a manipulation, plus la relation, plus les enjeux de la relation deviennent troubles, et plus les contenus échangés s'éloignent de l'information pure pour aller vers le fantasme, le non-dit, l'irrationnel. Les manipulateurs excellent en général dans l'analyse du non-verbal et le décodage émotionnel. On ne peut pas communiquer. Même le silence, le mutisme sont des formes de communication. Le manipulateur ne va pas respecter 3 principales règles de la communication. La première règle, c'est un message clair. Les messages du manipulateur ne sont pas clairs. Il ne dit pas tout, il déforme, transforme les informations, reporte la responsabilité de l'interprétation sur vous. Et donc, il va vous mettre dans une posture où vous allez vous sentir complètement déstabilisé. Deuxième règle d'une bonne communication, la prise en compte de la personne avec laquelle on échange. Il fait complètement l'impasse sur vos intérêts, sur vos besoins, sur vos attentes. Vous comptez
davantage pour les bénéfices personnels qu'il va pouvoir en retirer, les satisfactions qui vont lui permettre d'engrener la manipulation. Troisième règle, la volonté d'entretenir une relation stable et durable, de qualité. Alors il va effectivement entretenir cette relation, mais cette relation ne sera pas stable. Ça ne sera pas une relation de bonne qualité. Nous allons voir maintenant comment le manipulateur procède, quel est son script, comment il organise son emprise sur la personne manipulée. Premier temps, le profilage et le choix de la victime. Il ne va pas choisir une victime tout à fait au hasard. Il va prendre une personne qui a des failles. Ça va lui permettre, en fonction du contexte, de commencer à mettre en place son emprise manipulatoire. La deuxième phase est une phase préparatoire à l'emprise. Il va essayer de vous mettre en confiance, de vous séduire, ou bien il va se plaindre, faire la victime, ou bien il va adopter une attitude énigmatique, silence, par exemple. Le troisième temps va être l'obtention d'un premier pas chez vous, d'un geste d'engagement de votre part. Il va essayer de se rapprocher physiquement en utilisant toutes les informations que je vous ai données tout à l'heure. Quatrième temps, il va mettre en place la stratégie de conditionnement. Manipuler les affects, manipuler les informations, agir au niveau émotionnel, agir au niveau du contenu. Le cinquième temps, c'est un renforcement de ce dispositif qui va se mettre en place petit à petit. Petit à petit, vous allez perdre votre autonomie. Vous allez avoir une adhésion totale aux injonctions du manipulateur et vous allez être privé de toute critique, être privé de toute distanciation et de regard extérieur. Vous êtes pris dans son filet. Il va entretenir le processus et c'est le sixième temps, c'est-à-dire de plus en plus utiliser les méthodes que nous avons vues pour assurer son emprise sur vous. Je vais vous donner à présent un portrait type de la personne très manipulable. Si vous vous reconnaissez dans tous les items de cette description, il est probable que vous risquez d'être manipulé. La personne très manipulable dit souvent oui pour faire plaisir. Il est relativement facile de lui faire changer d'avis. Elle éprouve très facilement des sentiments de honte ou de culpabilité. Elle veut être un bon élève. Elle rêve d'être parfaite dans de nombreux domaines. En cas de désaccord ou de conflit, elle préfère éviter le face-à-face, noyer le poisson, pas entrer dans la phase d'agression, d'attaque, de défense. Elle a tendance à persister dans ses choix, même si ce ne sont pas les bons choix. Elle dissimule souvent ce qu'elle ressent, ses émotions. Elle fait tout son possible pour être gentille, en toutes circonstances. Elle n'aime pas se faire mal voir. Chaque fois qu'elle reçoit une remarque, elle essaie de se justifier, de prouver qu'elle a bien agi. Elle éprouve en plus souvent des difficultés à s'exprimer. Cette personne tombe également facilement sous le charme lorsqu'elle rencontre des gens sympathiques, cultivés, de bonne allure ou qui s'expriment avec aisance. Elle a régulièrement du mal à faire des choix, à se prononcer. Elle pense être complètement libre d'agir et de penser. Mais elle accepte difficilement ses échecs. Elle réagit, et là aussi c'est un piège, à peu près toujours de la même manière dans des situations analogues. Cette personne déteste le changement. Elle n'aime pas qu'on bouscule ses habitudes. Elle apprécie aussi qu'on lui dicte le bon chemin, la solution qui est la meilleure pour elle. Il lui arrive même parfois de poursuivre des buts complètement contradictoires. Elle se sent obligée de faire des concessions face aux personnes qui lui ont rendu service. Et un raisonnement logique, en apparence, ou des paroles moralisantes ont le don
de lui clouer le bec. Elle est particulièrement sensible à la flatterie, aux petites attentions. Mais elle semble éprouver beaucoup de difficultés à dire non ou à refuser quelque chose à quelqu'un. Sa vie gravite très souvent autour de principes moraux auxquels elle ne semble pas déroger facilement. Ce que les autres disent ou pensent d'elle lui paraît essentiel. Elle est toujours prête à rendre service, elle se montre très sensible aux reproches, elle a du mal à s'affirmer, à dire non, à demander des délais de réflexion. Elle respecte scrupuleusement les règles. Comment échapper à la manipulation? Comment déjouer l'emprise du manipulateur? Nous allons voir maintenant quelles sont toutes les stratégies à mettre en place pour pouvoir échapper à l'emprise, pour pouvoir prévenir la manipulation. Il faut savoir que la prise de conscience d'avoir été manipulé est très difficile. Pourquoi? Parce que 9 fois sur 10, cette prise de conscience est postérieure à la manipulation elle-même. Et il est très difficile, évidemment, de se contempler en train de nager depuis la plage alors qu'on est pris dans les vagues de la manipulation. 3 attitudes fondamentales vont vous permettre d'empêcher ou de bloquer les manipulations toxiques. Enrayer la manipulation, c'est quelque chose qui est possible à 3 conditions. Premièrement, évitez d'être vous-même manipulable. Et nous allons voir comment vous pouvez mettre en œuvre des stratégies pour cela. Deuxième stratégie, reconnaître facilement les manipulateurs. Se détacher de l'emprise du manipulateur avant qu'il ne soit trop tard. Ouvrir les yeux. Être capable d'analyser ce qui se passe dans la relation. Et troisième stratégie, disposer d'outils pour stopper l'emprise manipulatoire quand vous êtes déjà pris dans le bain. Il s'agit véritablement d'une attitude guerrière. Nous allons aller au combat contre les manipulateurs. Éviter d'être manipulable, reconnaître rapidement les personnes manipulatrices, mettre en œuvre des techniques, des stratégies pour déjouer leur emprise. Éviter d'être manipulable, qu'est-ce que cela signifie? Déjà, se connaître soi-même, savoir comment nous fonctionnons dans notre rapport aux autres, savoir pourquoi nous avons besoin d'être aimés d'eux. C'est Benjamin Franklin qui disait « Il est très difficile de se connaître soi-même, car il y a 3 choses très dures, l'acier, le diamant et se connaître soi-même. » Donc, arriver à prendre conscience des attitudes qui sont les vôtres, de vos comportements qui sont les vôtres, quand vous êtes en relation avec une personne manipulatrice ou non. Deuxième chose, changez votre fusil d'épaule. Être capable, quand vous faites quelque chose qui ne marche pas, de faire autre chose. Ça a l'air tout bête comme ça. Mais très souvent, nous l'avons vu, nous persistons dans un cours d'action. Nous persistons dans les mêmes comportements. Lorsque vous êtes capable de souplesse, de changement, vous allez désarçonner le manipulateur. C'est un peu, finalement, comme ces gens qui courent ou qui se déplacent en voiture très vite en faisant des zigzags lorsqu'ils sont soumis à des tirs de fusil, à des tirs de pistolet. Il va s'agir donc pour vous de faire des zigzags pour désarçonner le manipulateur. Troisième attitude, cessez de vous considérer comme une victime. Très souvent, la position est confortable. Il attire le regard des autres, des proches, des gens qui ont envie de vous aider, de vous sauver. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Une prise de conscience de la manipulation, une mise en œuvre de techniques pour la déjouer sont beaucoup plus efficaces que la passivité, que l'attentisme. Donc évitons cette solution de facilité. Cessez de croire que le monde est tel que vous l'imaginez, qu'il y a des bons, des méchants,
Cessez de croire que l'être humain est naturellement bon, d'ailleurs. La plupart des relations humaines, nous l'avons vu, sont fondées sur des rapports de force. Et la manipulation est un moyen efficace d'assurer son emprise sur les autres. Efficace et de surcroît non répréhensible. Arrêtez de culpabiliser. Nous avons vu que c'était une arme privilégiée pour le manipulateur. Vous mettre en situation de vous sentir coupable, d'avoir fait une faute, commis une erreur. Cessez de vous fixer des attentes déraisonnables. Plus vous allez être critique avec vous-même, plus vous risquez de tomber sur des personnes qui vont exploiter cette faille dans votre caractère. Ne culpabilisez pas non plus de vous être fait manipuler. Il faut savoir en parler à l'extérieur, savoir dire non, savoir dire stop. Évidemment, je vous le concède, il est plus facile de dire oui que non. Il est plus facile d'accepter que de refuser. Dire non, c'est souvent un tabou dans notre société. Pourtant, c'est un atout maître. Si vous ne voulez pas dire non et qu'un manipulateur veut vous engager dans une action, prenez du temps, prenez du recul. Vous n'êtes pas obligé d'entrer tout de suite dans son jeu. Apprenez également à gérer vos émotions. La vie et le contact avec les autres sont facteurs d'une multitude d'émotions. La joie, la tristesse, la peur, la colère, la jalousie. Arriver à gérer cette marmite émotionnelle vous permettra d'avoir les attitudes appropriées face aux manipulateurs. Faites preuve également de vigilance. Cessez d'avoir peur. Et surtout, faites appel à votre intuition. Pensez plus clairement en déconnectant ce que nous avons vu tout à l'heure, tous ces comportements, tous ces phénomènes de pilotage automatique. Libérez-vous de vos anciennes représentations. Et surtout, ne fantasmez pas une relation idéale avec le manipulateur. Un dernier conseil, aimez-vous. Vous êtes sans conteste quelqu'un de très valable. Dites-vous cela en vous levant tous les matins, ça vous aidera beaucoup. Nous allons voir maintenant comment identifier les manipulateurs toxiques. Arriver à les reconnaître très rapidement. Vous pensez peut-être que vous allez pouvoir changer une personne manipulatrice. Ça n'est pas si sûr. Une personne manipulatrice, perverse, ne changera que dans des cas très rares de comportement. Je vous donne donc 12 indicateurs pour savoir si vous avez affaire à un manipulateur potentiellement toxique. Premier indicateur, votre corps vous parle. Quand vous êtes en contact avec cette personne, vous ne vous sentez pas bien. Vous transpirez, vous avez une sensation de malaise. Vous sentez que quelque chose cloche dans la relation. Ce premier indicateur est très important. Apprenez à faire fonctionner votre intuition. Deuxième indicateur, vous vous sentez dévalorisé par cette personne, de moins en moins respecté. Vous pensez quand vous êtes à son contact que vous ne valez rien. Troisième indicateur, cette personne ne se remet jamais en question. Elle n'accepte pas d'être critiquée. Elle a une très haute estime d'elle-même. Elle a tendance à vous renvoyer les fautes. Et lorsque vous lui adressez une remarque, elle se met en colère. Cette personne, c'est le quatrième indicateur, généralise les procédés manipulatoires. Nous avons vu qu'il pouvait tous nous arriver de manipuler les autres. Mais lorsque nous le faisons de façon systématique, au travail, en famille, entre amis, eh bien là, ça devient problématique. Cette personne, enfin, ne dit pas clairement les choses. Vous avez l'impression qu'elle ment, que ses interprétations sont déformées, qu'elle vous dissimule certaines choses.
6e indicateur, cette personne évite de se dévoiler personnellement. Cette personne est inconstante aussi. Elle multiplie les rôles, change de masque avec la plus grande facilité, selon qu'elle se trouve dans un contexte ou dans un autre. Cette personne, enfin, ne s'intéresse à la relation que pour les bénéfices qu'elle va pouvoir en retirer. En fait, vous êtes son objet. Elle se joue des règles morales, ou plutôt, elle se tient toujours en limite des règles du jeu social. 10e critère, cette personne est souvent d'un abord agréable. Elle va vous séduire, nous l'avons vu. Elle va vous paraître aimable. Elle veut vous ressembler. Et elle va enfin chercher à vous couper de vos proches. Vos amis sont nuls, vos parents sont ridicules. Bref. Alors, si vous avez parmi ces 12 indicateurs, au moins 6 indicateurs présents, il est possible que vous ayez affaire à un manipulateur potentiellement toxique. 4 critères vont caractériser la personne manipulatrice. Le premier critère est la fréquence. Les intervalles vont être de plus en plus rapprochés. Cette personne va commencer par vous séduire et puis petit à petit vont se rapprocher des manœuvres, des stratagèmes manipulatoires. Le deuxième critère est l'intensité. Au départ, les techniques sont douces. Peu à peu, les procédés deviennent de plus en plus violents. Les procédés s'affirment. Le troisième critère est la diversité des moyens. Le manipulateur ne va pas toujours agir en utilisant les mêmes stratagèmes. Il va varier ses méthodes. Le quatrième critère est la multiplication des cibles. Il va généraliser son mode de fonctionnement à tous les milieux dans lesquels il intervient. En cas de danger, évidemment, il fait un pas en arrière et il s'abstient. Nous allons voir maintenant comment stopper l'emprise manipulatoire. Déjà, il faut savoir qu'il est très difficile de négocier avec un manipulateur. Et pourtant, c'est ce que les victimes essaient souvent de faire. Essayer de les ramener à la raison. Essayer de leur expliquer qu'on est en souffrance, qu'on va mal. C'est pratiquement impossible, en fait, de mener une négociation correcte avec un manipulateur. Pourquoi est-il si difficile de négocier avec un manipulateur ? Parce qu'il ne respecte pas le principe de réciprocité. Vous n'arriverez pas avec lui à dépassionner le dialogue, à être considéré comme un sujet. Vous êtes son objet. Vous n'arriverez pas non plus à rationaliser le problème, à le poser sur la table et à en discuter ouvertement. Il va continuer à jouer son rôle, à faire preuve de mauvaise foi, à mentir, ou bien il va sourire, monopoliser la parole, hausser le ton, se montrer énigmatique, garder le silence. Son objectif est très simple. Il s'agit de vous entortiller et de vous ôter tous vos moyens. Il va donc essayer de fantasmer la relation, de déformer la réalité. Un rapide petit mémo avec un manipulateur. Comment faire ? Ne cherchez pas à tout prix un dialogue qui est de toute façon impossible dans le cas de la perversion. Ne recherchez pas à tout prix une issue qui est parfaitement improbable. Ne rêvez pas d'une relation idéale avec un manipulateur. Acceptez l'échec de la relation, mais sans vous sentir responsable ni coupable. Rappelez-vous que le manipulateur cherche à vous exploiter. Évitez de trop vous exposer personnellement.
Ne prenez pas ses propos pour argent comptant. Exigez des engagements écrits quand vous devez prendre des décisions avec lui. Et soyez plus actif que réactif. C'est Monterland qui disait « L'erreur du taureau, c'est de croire au signal. Le manipulateur va agiter devant vous une muleta, un chiffon rouge, pour vous faire réagir sur des rails, pour avoir des attitudes qui soient toujours identiques. En fait, lorsque vous agissez de cette façon-là, vous êtes encore plus pris dans son piège. Nous allons voir 7 attitudes pour contrecarrer les plans du manipulateur maintenant. Apprendre à dire stop. Sachez revenir sur vos décisions. Ce n'est pas parce que vous avez dit oui que vous êtes obligé de persister dans cette attitude. Ne surestimez pas votre liberté. Vous n'êtes sans doute pas aussi libre que vous le pensez. Ne renvoyez pas systématiquement l'ascenseur quand on vous a imposé une dette forcée. Ce n'est pas non plus parce qu'on vous a appâté avec des sourires, une conversation agréable, que vous êtes obligé de poursuivre la relation si celle-ci s'avérait manipulatoire. Considérez que comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas parce que les autres agissent d'une certaine manière que vous êtes obligé d'adopter la même attitude qu'eux. Ce n'est pas parce que le manipulateur vous dira « Regarde, il se conduit de cette façon-là » que vous êtes obligé de faire la même chose que lui. Soyez vigilants avec les gens qui en font trop dans le registre de l'amitié soudaine, de la flatterie, de la bienveillance, de la séduction. Enfin, essayez de comprendre comment vous fonctionnez face à une autorité, que celle-ci soit supposée ou réelle. Réfléchissez également à votre réaction lorsque vous voulez être le premier à obtenir une reconnaissance, un avantage ou un objet qui sont aussi désirés par d'autres personnes. Le manipulateur va actionner ça aussi, en vous montrant que vous êtes une personne importante pour lui, qu'il pourrait peut-être se diriger vers d'autres relations, vers d'autres contacts. L'affirmation de soi est vraiment quelque chose de très important pour déjouer les plans du manipulateur. Une personne qui cherche à plaire ou à convaincre à tout prix sera une proie facile pour le manipulateur. Affichez vos positions personnelles, faites valoir vos droits, soyez à l'aise dans le face-à-face. Vous verrez que les personnes affirmées sont des proies beaucoup plus difficiles pour les manipulateurs et qu'en général, ils font machine arrière. Ne misez pas trop sur un secours extérieur, même s'il peut être important de parler avec des proches de la situation que vous vivez, notamment si vous êtes en couple par exemple avec un manipulateur pervers. La solution doit venir de vous. Ça n'est pas aux autres de vous apporter la solution. Ça n'est pas aux autres de vous tirer de cette affaire. On a toujours tendance à se positionner en victime, à chercher un sauveur, à considérer que le manipulateur est un persécuteur. Même si c'est vrai, cela doit vraiment venir de vous. Petite technique que je vous livre, qui est assez intéressante lorsque vous devez discuter avec un manipulateur. Technique de visualisation facile. Imaginez une vitre très épaisse entre le manipulateur et vous. Ses propos ne peuvent pas vous atteindre. Sa personne ne peut pas rentrer en contact avec vous. Et répétez-vous, cela ne m'affecte pas. Cette personne ne m'atteint pas. Ses propos sont arrêtés par cette vitre imaginaire que vous mettez entre lui et vous. Vous pouvez également adopter une attitude défensive lorsque vous échangez avec le manipulateur. Le corps droit, les bras croisés, vous montrez votre opposition. Une autre solution, c'est de démonter le mécanisme de la manipulation. Expliquer au manipulateur ce qu'il est en train de faire. Lui dire qu'il utilise l'arme de la culpabilité. Vous dire qu'il est en train de vous engager dans une piste que vous ne souhaitez pas suivre.
En général, c'est très efficace pour enrayer la manipulation. On dit ce qui se passe, on dit ce qu'on observe. En tenant compte de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, vous savez maintenant quelles sont les stratégies du manipulateur. Vous avez donc les moyens pour lui dire « Tu es en train d'agir comme ça avec moi en ce moment et je ne l'accepte pas ». Vous pouvez aussi jouer sur l'effet de surprise. Nous avons vu que le manipulateur s'attendait à ce que vous ayez un comportement cohérent, à ce que vous suiviez des rails. Et si vous jouiez sur le changement d'attitude, de comportement, si vous ne répondiez plus comme vous avez l'habitude de le faire, si vous variez vos défenses, si vous faisiez effectivement des zigzags dans vos comportements. Au niveau des affects, au niveau de la relation, c'est important de prendre en compte tous ces éléments-là. Mais vous allez aussi pouvoir agir au niveau du langage, au niveau des contenus. Recadrer les généralisations du manipulateur en faisant apparaître leurs faiblesses. S'il vous dit par exemple « c'est toujours comme ça avec toi », vous pouvez lui dire « es-tu certain que les choses se sont toujours passées de cette façon-là » Essayez aussi de combler les trous dans son langage, de combler les manques. Nous avions vu que c'était le principe de la sélection, ne conserver que certaines informations, celles qui l'intéressent. S'il vous dit par exemple « je peux te demander un petit service », dites-lui « avant d'apporter ma réponse, peux-tu me préciser de quel service il s'agit ?» S'il vous dit « tu me déçois », vous pouvez lui dire « à propos de quoi ? Dans quelle situation ? Pour quelle raison est-ce que je te déçois ?» Enfin, apprenez à démonter les raisonnements tordus du manipulateur. Pointez verbalement les phrases chaque fois qu'elles reposent sur des déductions erronées, des lectures de pensée ou des préjugés. Si vous dit par exemple « inutile de faire des commentaires, je sais où tu veux en venir », dites-lui par exemple « comment pouvez-vous être absolument sûr de cela ?» Le manipulateur utilise un certain nombre de techniques, eh bien, vous allez pouvoir vous aussi peut-être utiliser la manipulation pour le manipuler à son tour. On appelle cela de la contre-manipulation. Vous allez mettre en œuvre les stratégies que nous avons vues jusqu'à maintenant. Par exemple, parler un langage abscon, faussement scientifique ou technique, étaler votre culture, faire preuve d'une élocution tout à fait à l'aise. Vous allez, vous aussi, pouvoir généraliser, déformer la réalité, trier les informations qui vous intéressent. Vous pouvez paraître songeur, énigmatique, comme lui. Vous pouvez être préoccupé par des problèmes extérieurs, être complètement indifférent. Faire comme si le manipulateur n'était pas là, comme s'il n'y avait aucune emprise sur vous. L'humour, l'ironie, le sarcasme sont aussi des moyens qui sont à votre disposition pour contre-manipuler la personne. Vous pouvez cataloguer le manipulateur, lui dire « tu es irresponsable, tu ne t'en comportes jamais comme je le voudrais ». Vous pouvez jouer aussi sur le registre de l'affectif, de la culpabilité, dramatiser les choses. N'hésitez pas, allez-y. Faites une chose, dites le contraire, soyez incohérent, utilisez les injonctions paradoxales. Et enfin, refusez de vous engager, de faire des choix, de prendre des décisions. Renvoyez cette responsabilité vers le manipulateur. À toi de voir, fais comme tu veux. Vous aurez libre cours ensuite de le critiquer si cela s'avérait être le mauvais choix. Enfin, dernier moyen, répétez inlassablement la même chose. Faites la technique du martelage, sans porter absolument aucune attention aux objections qu'il pourrait vous renvoyer. Dernière solution, aller au conflit, c'est la solution qui me paraît la plus souhaitable face à une manipulation. Vous allez pouvoir enrayer le processus, vous allez pouvoir le mettre au grand jour. Les protagonistes vont pouvoir se confronter, redéfinir la relation qu'ils ont ensemble. Ils vont pouvoir expérimenter de nouveaux comportements, sans doute plus efficaces et plus gratifiants pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Parce qu'évidemment, il n'est pas
toujours possible de se séparer du manipulateur. Lorsque le manipulateur est un collègue de travail, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de choix à part quitter votre travail ou bien continuer à vivre avec lui. Il y a beaucoup plus de chances, si vous allez au conflit, pour qu'une nouvelle emprise manipulatoire ne soit plus possible, d'un côté comme de l'autre. Voilà, nous avons fait le tour des techniques qui étaient à votre disposition pour déjouer l'emprise manipulatoire. En allant au conflit, il y a les plus grandes chances pour qu'une nouvelle emprise manipulatoire ne soit plus possible, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc cette stratégie du conflit est vraiment très intéressante pour déjouer l'emprise manipulatoire. Nous l'avons vu, tout contact humain crée les possibilités d'une manipulation. La manipulation n'est pas toujours néfaste ou malveillante, mais lorsqu'elle l'est, lorsque nous nous sentons en danger personnel, lorsque notre santé mentale et notre équilibre sont en jeu, nous devons nous blinder, activer nos réflexes d'autodéfense et entrer en lutte, mais sans céder à la paranoïa, sans voir des manipulateurs partout. La manipulation et les jeux d'influence font partie de la vie. Apprenons à lutter contre ceux qui nous font mal et acceptons les autres avec un peu d'humour.